Bien, on va continuer maintenant avec le Congo, Brazza. La présidentielle aura lieu le 31 mars, le 21 mars prochain. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 36 années à la tête du Congo, a annoncé samedi à Kibangu, c'est dans le sud du pays, qu'il sera candidat à sa propre succession lors donc de cette présidentielle. Nous nous portons candidat à la présidentielle du 21 mars. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous prononcer définitivement sur le sujet, a-t-il déclaré devant une foule venue assister au lancement des travaux d'une route qui doit relier à terme le Congo au Gabon. Ensemble, nous participerons dans la paix pour poursuivre la marche vers le développement. C'est donc-il fendu avant de dire que le scrutin se déroulera dans la transparence. Il ne fallait pas s'étonner, Marc Aboflan, de la participation de Denis Sassou Nguesso à cette nouvelle élection. Non, pas du tout. Déjà qu'il y a quelques semaines, il y avait eu une réunion extraordinaire du comité central de son parti qui a désigné Sassou Nguesso. Et je pense, je le disais d'ailleurs même ici, même il y a quelque temps, dans cette zone de l'Afrique, c'est beaucoup plus des empereurs, des rois, des royaumes qui sont là ad vitam. Et je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui peut véritablement prétendre prendre la place de Sassou Nguesso, y compris dans son camp, y compris dans son opposition, tant que celui-ci n'aura pas passé l'arme à gauche. Et donc, à mon avis, ce n'est pas surprenant du tout. Ambroise Mondjo, vous êtes surpris de voir un homme de 77 ans qui a déjà 36 années au pouvoir. Je pense qu'il prenait le pouvoir, si je ne m'abuse, à l'âge de 41 ans. Avoir toujours envie de continuer? Non, vous savez, dans cette zone-là, c'est Marc qui le disait la dernière fois qu'on se retrouverait dans des royaumes. Et le Congo aussi est un royaume entre griffes. Ce ne sont pas des républiques, que ce soit le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, c'est des royaumes. Et c'est une région qui est sincèrement, démocratiquement en arrière. Même s'il y a des cas d'exception ici au Togo ou ici en Afrique de l'Ouest où certains pays font drainer l'Afrique de l'Ouest en arrière. Alors, Denis Sassou Nguesso, on le connaît, c'est un monsieur de la France, et puisque son premier coup d'État qu'il a fait, il était là avant que les élections ne soient organisées. Et que Pascal Lissouba prenne le pouvoir, ce professeur d'université, et que par après, il soit encore retranché à Paris, en France, et de revenir en force. Et quand on sait comment les officiels français fonctionnent pour pouvoir instaurer et installer des dictatures en Afrique, surtout francophones, il n'y a pas de raison à ne pas dire que Denis Sassou Nguesso, qui brigue un énième mandat au Congo, ne soit pas l'œuvre de la France. Parce que les raisons qui sous-tendent cette envie-là de voir le monsieur rester au pouvoir et de son propre envie et de l'envie de l'ancienne métropole, c'est le pétrole. C'est les ressources du Congo, le pétrole, le bois et autres, qui font que les gens sont obligés de faire des pactes, même avec le diable, pour pouvoir conserver le pouvoir. Quand le monsieur dit, les élections seront transparentes, ça veut dire que son régime se reproche déjà quelque chose. Est-ce que quelqu'un a posé la question si les élections seraient transparentes? Va organiser les élections, laisse les institutions organiser les élections. Si tu réussis, si tu gagnes, tu vas gouverner. Si tu ne gagnes pas, tu vas partir. D'entrée de jeu, quand il dit qu'il promet des élections transparentes, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème d'approche et il y a un problème il y a un doute qui prendrait déjà sur ces élections-là. Alors, ça fait pitié que des gens âgés, 77 ans, qui ont déjà fait plus de 4 mandats au Congo, venir pouvoir faire un coup d'État, repartir, revenir, faire un coup d'État, n'aient pas l'amabilité de voir en face d'eux un autre Congolais qui puisse valablement être élu et gouverner le Congo. Ça, c'est ce qui détruit l'Afrique. Nous ne cesserons jamais de le dire. Les Condé, les Ouattara, et même Fonia Simbe ici au Togo, les Paul Biya, c'est des gens qui détruisent l'Afrique. C'est des gens qui s'habillent en démocratie. Même là-bas, il n'y a même pas de démocratie. Comme ici, chez nous, il n'y a pas de démocratie. Ces derniers temps, on a démontré la suffisance.
Et il est le mentor de plusieurs de ces chefs d'État jeunes, comme chez nous ici, qui donnent des conseils aux gens de faire ce qu'il fait là-bas. Et il serait même le patron de la franc-maçonnerie au Congo. Je n'invente rien. En Afrique, c'est pas un crime d'être. Ce n'est pas un crime. Ils se disent que c'est des confréries, c'est des confréries qui cherchent le pouvoir et la puissance. Et quand vous êtes dans cette confrérie, les gens sont libres. Oui, je ne le refuse pas. Ils sont aussi libres de venir à Jésus-Christ. Sauf qu'eux-mêmes, ils n'en choisissent pas. Mais le mal, oui, ça, je n'en disconviens pas. Le mal, c'est que les gens sont là à se propulser au devant à travers le pouvoir, l'argent et la puissance. C'est ce qui fait que quand ton frère est au pouvoir, tu dois le soutenir pour qu'il soit au pouvoir. C'est la différence que j'ai voulu exprimer. Il n'y a rien contre eux, mais je me dis que Sassou Nguesso est déjà vieux pour le Congo. Il y a des jeunes, il y a des gens, même s'ils sont des vieux, qui sont sages à gouverner le Congo, que lui, Sassou Nguesso. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui, quand on regarde le Congo, que il n'y a plus véritablement d'opposition qui s'exprime? Il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y a plus. Il n'y a pas d'opposition. Et ce n'est pas seulement le cas du Congo. C'est le cas de tous ces royaumes-là, de l'Afrique centrale dont je parle, où, au finish, tous ceux qui sont opposants, soit ce sont des plaisantins qui le font pour donner une image de démocrature à leur pays, et donc qui le font essentiellement de manière très opportuniste, ou un certain nombre de petits plaisantins qui, pour amuser la galerie, des fois quittent le pays, vont rester dans les pays occidentaux, et des fois, nourris sur les fonds du contribuable, font leur opposition depuis la diaspora. Et donc, je pense que c'est le nœud principal qu'un certain nombre de personnes, à mon avis, n'arrivent pas à comprendre, c'est que il faut toujours que la population ou le peuple, comme aime le dire Ambroise, ait son mot à dire, ou est finalement le dernier mot. Et cette population s'accommode de cette manière de fonctionner du pays, s'accommode de cette manière de fonctionner des institutions. On peut arguer que Sassou Nguesso, de par la manière de fonctionner de son régime, brime un certain nombre de droits de base, mais sa manière de régner, personne finalement n'est contre. On a vu dans beaucoup de pays où les gens aspirent véritablement à un changement de président, on a vu des défections, même au sein du camp présidentiel. Ici, on a l'impression que tout est bien dans le meilleur des mondes. Et je me dis, si c'est ça, le bon désir, le bon vouloir des Congolais, au-delà de l'appartenance de Sassou, qu'il soit maçon, chrétien ou pas, au-delà de son appartenance, au-delà de ses soutiens, au-delà de ceux qui le parrainent, il doit pouvoir rester à la tête du pays comme veulent ses concitoyens, jusqu'à ce qu'à son départ, on trouve un autre roi pour le remplacer, parce que manifestement, c'est des pays qui sont très loin de par les ethnies qui les composent, de par leur manière de fonctionner, qui sont très loin de concevoir même la notion de démocratie telle qu'imposée. Et je pense que c'est les grands panafricanistes qui disent à chaque fois qu'il faudrait que l'on s'accommode de la démocratie à l'africaine, qu'il faudrait qu'on prenne le courage de faire une démocratie basée sur les principes africains. Je pense que l'Afrique centrale, c'est vrai que c'est un peu ironique, a trouvé sa manière d'accommoder la démocratie à la sauce bantou, si on peut le dire. Et donc, je pense qu'il faut, même si on n'est pas forcément d'accord, s'accommoder de cette manière de fonctionner. Oui, parce que ce qu'on peut aussi relever, c'est qu'on n'a pas l'impression que les Congolais soient tellement gênés par la situation. J'évoquais la situation de l'opposition. Peut-être si on retourne vers 2016, on a vu un général Jean-Marie Mokoko. On l'a rapidement réduit au silence. Mais depuis, eux-mêmes, bon... Non, je comprends, Marc, quand il parlait d'accommodation, les gens se sont résignés. C'est de la résignation ou c'est plutôt culturel aussi? Non, je ne crois pas que ce soit culturel. C'est la répression qui fait souvent résigner les gens dans le pays. C'est-à-dire que quand vous avez dans un pays un dictateur, dans une dictature, il n'y a jamais eu d'élection transparente. Allez demander tous les théoriciens qui ont fait, allez même réveiller Platon, il vous le dira que dans une dictature, il ne peut jamais avoir d'élection transparente. Là, on s'entend sur ce point. Maintenant, sur le cas peuple congolais ou population congolaise qui choisirait naïvement ou volontairement de porter toujours quelqu'un qui a fait un coup d'État une fois, deux fois et de rester au pouvoir, la même personne, non.
je crois que c'est une injure, c'est insulter le peuple, l'intelligence du peuple congolais. La même chose se passe au Gabon, parce qu'il suffit qu'il y ait un groupe de personnes qui se lèvent pour manifester, on les mate, on les réprime avec la force brute pour pouvoir faire taire les autres, décourager les autres. C'est ce qui se passe dans ce pays. C'est arrivé ici chez nous, ça se passe ici chez nous. Jusqu'au point où les gens se soient complètement atterrés, résignés, pour ne jamais lever le petit doigt pour le clamer. Alors que un peuple qui veut gouverner, à travers son élu, doit forcément toujours continuer le combat jusqu'à ce que la démocratie s'installe. Je crois que c'est ce qui devait se faire. Alors aujourd'hui, une seule personne ne peut jamais avoir la force sur la majorité. À travers même les armes, à travers l'armée ou le corps habillé, il ne peut pas. Ils vont tirer une, ils vont tirer deux, la troisième fois, ils vont tous fuir. Ça s'est passé au temps de Suharto, en Indonésie. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre simplement que la majorité est avec cette seule personne? Non, ça c'est souvent une fausse majorité qu'on a souvent. C'est une manière simple je vais terminer. Surtout que les élections n'ont jamais été transparentes. C'est-à-dire que quand vous allez au nord du Togo, souvent on élit les chefs par le rang. Je crois que si on devait retourner dans cette démocratie primaire, ce serait bien. Parce que tous les chiffres maintenant sont préparés dans la machine. Le jour J, on vous les présente. Point. D'accord. C'est ça. Alors, dans le cas du Congo aujourd'hui, élection du 21 mars, c'est un vrai boulevard devant Denis Sassou Nguesso. Non, c'est un boulevard. Et comme je le dis, je l'ai toujours dit, il n'y a pas grande inquiétude à se faire parce que on sait que d'abord, il faut avoir une opposition qui soit représentée. Le Congo est vaste. Le Congo est vaste et il faut pouvoir être représenté dans toutes les contrées de ce pays-là pour pouvoir faire face. Alors que, comme je disais tout à l'heure, des fois, les seuls qui sont dans l'opposition prennent des fois des moyens chez le pouvoir pour pouvoir battre campagne. Des fois, ils profitent de ces élections pour s'enrichir un peu. Et donc, il n'y a pas un véritable maillage du territoire comme on devrait. Et je pense que la formule est toute trouvée. Comme Ambroise le dit, on a le raccourci facile de la non-transparence, de la non-crédibilité des élections à évoquer. Et, vous savez, ne soyez pas étonnés d'apprendre après l'élection de Sassou, même s'il va battre de manière claire et nette son opposition avec un score à la soviète, il y aura quand même un certain nombre de personnes qui viendront dire que ces élections n'ont pas été transparentes, ces élections n'ont pas été crédibles, sans pour autant, et ça c'est la marque de fabrique d'une certaine partie de nos oppositions africaines et de ceux qui les soutiennent aussi, sans jamais prouver, sans jamais montrer les preuves de ce manque de transparence, sans jamais montrer les preuves de ces élections qui auraient été truquées. On va parler de bourrage d'urnes sans jamais montrer une seule circonscription où tous les urnes auraient été bourrées. On va également parler de conditions d'organisation non transparentes et tout ça. Mais je pense que c'est quand même un scénario qu'on connaît déjà assez. Et comme ce n'est pas la première fois que Sassou va aux urnes dans son pays, je veux bien espérer, parce que malheureusement, dans nos pays comme ça, dans des pays comme le Congo, les élections sont généralement des moments d'arrêt de l'économie, des moments où tout le monde s'arrête et observe ce qui va se passer. Et donc, comme on sait que c'est un cirque et qui doit se terminer par une remise en selle de Sassou, il faudrait le faire au plus vite pour épargner toutes les dépenses qui vont avec, tout ce qu'il y a comme pertes sèches pour l'économie, épargner ça à la population et puis avancer. Alors donc si on conjugue absence d'opposition crédible et ce qui offre un boulevard à Denis Sassou Nguesso, finalement on doit lui donner raison quand il dit que le scrutin se déroulera dans la transparence. Moi je l'ai dit, il y a beau avoir une opposition forte au Congo, mais avec le pouvoir qui est dans tous les pouvoirs qui est dans les mains de Sassou Nguesso, l'armée, c'est-à-dire les hauts officiers, tout ça là derrière lui, et le jeu est déjà joué d'avance. C'est-à-dire que même dans la procédure de proclamation des résultats, vous allez voir qu'aucune dictature africaine n'a jamais respecté la procédure. C'est-à-dire il y a une instance organisatrice des élections, les membres qui sont représentés, il y a toujours des fausses notes où c'est soit le vice-président ou le président qui s'accapare de la chose
et vient dire autre chose. Alors, on a souvent les résultats. Soit on investit les états-majors de ces partis politiques-là pour retrancher le procès verbaux, soit on vous dira que vous n'êtes pas représenté dans les préfectures, dans les différentes préfectures, tout simplement parce que les préfets ont été utilisés à travers, les forces de l'ordre ont été utilisées à travers les préfets pour pouvoir vous déposséder de votre sésame, c'est-à-dire la pièce à conviction qui prouve que vous avez gagné dans telle circonscription, dans telle région. Donc, avec tout ça, on ne peut jamais prétendre gagner une élection tant que la machine électorale et la machine financière, la machine militaire, tout est dans les mains d'une seule personne. C'est le cas au Congo. On en a vécu ici au Togo. Moi, je ne vais jamais oublier le cas du Togo parce que je le dis que le Togo, nous ne sommes pas en démocratie. Surtout ces dernières semaines, ça vous sentirez que nous sommes même de plein pied dans la dictature platonienne, c'est-à-dire dans la dictature que certains théoriciens ont décrit par le passé. C'est même pas une démocrature. Alors aujourd'hui, il est clair que si nous allons dans ce sens, il y aura des chiffres qui seront présentés. Et le mal, c'est que vous ne faites pas une élection et que le soir déjà, on fasse la nuit électorale pour donner les résultats dans les normes. Soit on choisit le lendemain, ou on publie le résultat à minuit ou à 2h du matin, où tout le monde est couché pour éviter qu'il y ait des comment vous l'appelez, des protestations spontanées, ou soit on laisse perdurer dans la durée jusqu'à 5 jours, 6 jours, pour vous dire que nous ne sommes pas encore prêts. Le temps de travailler la psychologie, des trucs, en envoyant certains résultats sur les réseaux sociaux, comme quoi le pouvoir en place a gagné. Donc tout ça là, on le sait. Donc il va falloir repenser la démocratie. On parle toujours du Congo, on est au Togo. Non, je ne suis pas au Togo. Il va falloir repenser. Là, je suis rentré dans un cas général. Ce qui se passe au Congo, c'est déjà passé au Congo. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire et en Guinée. On revient après la pause pour le C'est les faits qui sont...